Bonjour Victoria, je suis ravie de te Attends, il voir faut que j'enlève aujourd'hui. ça. Attends, cette réunion, Ah, c'est tu toi vas ou juste cliquer c'est sur toi? accepter pour l'enregistrement. Eh ben non, parce que j'ai soit quitté la réunion, soit continué. Bah, continuez alors. Oui, voilà. Ok. Donc je recommence. Mmh. Bonjour Victoria, je suis ravie Bonjour. de t'avoir avec moi aujourd'hui pour le podcast Divergent. Donc aujourd'hui, ben voilà, comme tu sais, j'aime poser un petit peu des questions sur la divergence et la résilience à différentes personnes. Et donc, bah, du coup, je te remercie d'avoir accepté ma proposition. Et pour les personnes qui te découvrent, bah, comment est-ce que tu te présenterais, Victoria? Eh bien d'abord, bonjour Sandra et merci, merci. Bien comment, je me présenterai? Bah, actuellement, vraiment à ce jour, heu, je me vois dans coach, mais dans le relationnel, c'est-à-dire le relationnel à soi et le relationnel aux autres. Donc, Mmh. en ce moment, bien, j'accompagne, les jeunes femmes justement à se reconnecter à leur puissance intérieure, Mmh. leur force OK. créatrice. Et quand tu dis les jeunes femmes, parce que je sais qu'il y a vraiment cette notion pour toi d'importance du relationnel, mais pas juste de l'individu, mais presque d'une question de transgénérationnel. Quand tu dis jeunes femmes, c'est des jeunes femmes qui sont mamans, qui sont en devenir de maman, ou qui sont dans quelle période de leur vie exactement? Tout à fait, tu as entièrement raison. Maintenant, je suis plus, spécifique dans la jeune maman ou la maman qui Ah va ouais. devenir, enfin la jeune femme qui va devenir maman ou la jeune maman où, c'est parce que mon leitmotiv, surtout actuellement dans la conjoncture que nous sommes actuelle, c'est, l'enfant qui est maintenant est très connecté à sa puissance et Mmh. malheureusement je le trouve, maltraité, mais quand même pas maltraité dans le sens où on le dit avec entre guillemets Ouais. et que la maman le comprenne et que cet enfant puisse, se déployer et être lui-même jusqu'à l'âge de 7 ans, puisque à l'âge de 7 ans, c'est l'âge de raison et qu'il soit, bien et qu'il soit bien dans sa tête, bien dans sa peau. Parce qu'aujourd'hui, justement, j'ai écouté une émission sur la maison des maternelles Mmh. et il y avait donc, ça fait déjà très, très longtemps que mais bon, j'avais plus beaucoup de temps là ces derniers temps et là, c'est pas par hasard et c'était, la maman protectrice Mmh. et les 2 mamans qui étaient là, et bien, mais une histoire, mais complètement invraisemblable avec, chacune avait un garçon et l'autre une fille et j'ai trouvé que la psychologue était vraiment très, très bien cette fois-ci parce que comme elle avait travaillé avec des enfants qui étaient, handicapés et elle s'est rendue compte que, elle devait être en osmose, elle y était d'ailleurs en osmose avec le cœur de l'enfant qui était là et elle prenait tout et donc elle a dû, étudier parce qu'elle a vu que, ce qui arrivait à l'enfant, ça se passait soit au moment de la conception Mmh. et aussi d'aller chercher dans la relation avec, la généalogie et quand je te parle de ces 2 femmes, il y en avait une surtout, quand elle était enceinte de sa petite fille et bien son mari, l'a quittée Mmh. et elle, bien sûr, elle voulait pas parce que Oui, c'est c'est pareil. ça. Ça a été quand même un choc pour elle, Ensuite, quoi. Mmh. à la fin, juste avant qu'elle accouche, elle a perdu son papa Mmh. et donc la petite fille était complètement traumatisée. C'est-à-dire que, bah, d'abord, comme elle a voulu garder cet enfant pour elle, donc maintenant elle a 13 ans, mais avec toutes les conséquences qu'elle a eues. Elle est dans une école spécialisée d'ailleurs, et puis la maman est toujours derrière, enfin bon, j'en passe et des meilleurs. Donc si tu veux, je sais que je suis au bon moment et au bon endroit. C'est ça. OK. Hem, Après j'ai une première question aussi, enfin une 2e plutôt ici, qui est un peu plus décalée, on va dire ça comme ça, et qui n'a pas forcément de lien avec ce que tu viens de nous partager, mais c'est justement le propos. Hem, c'est si tu n'étais pas Victoria Dubois justement, si tu étais quelque chose d'autre, pas quelqu'un d'autre, mais quelque chose d'autre. Donc ça peut être, une plante, un animal, une couleur, une saison, une musique peut-être. Qu'est-ce que tu serais et pourquoi?
Bah, l'image qui me vient de suite, là, c'est un tigre, mais un tigre blanc. Et, euh, et pourquoi je dis ça comme ça? Parce que cet animal, je le vois là, il avance doucement, mais comme s'il était, il est là, il a vu quelque chose, il attend sa proie et il attend sa proie. Et si tu veux, je dirais presque que c'est comme le discernement chez un humain, l'écoute aussi. Et donc, c'est l'image que j'ai. C'est un beau tigre blanc, il est là, il est majestueux, euh, il avance doucement, il est sûr de lui, et voilà. C'est le côté observation, là, tu disais un peu de cette Oui, oui, capacité oui, à voir comme je des t'ai dit, choses. discernement, tu vois, Ouais. discernement, ils foncent pas bêtement. Hmm, Pas comme le lion où tu le vois quand même qu'il. Non, lui, il y a certainement une très grande sagesse à l'intérieur, comme un sage, oui. c'est ça. Donc un tigre blanc alors. Mm. Ouais, je le vois assez bien. Ah ouais, l'image, si je pouvais te le dépeindre, de faire une photo. Ouais, je pense que tu l'as déjà bien, tu vois, en disant, ben voilà, un tigre blanc, majestueux. Ouais, je crois que on le visualise tous un peu comme, ouais, ce genre d'animal vraiment un peu ouais, élégant. Ouais. Ouais, Qui a... il est très élégant. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont très élégants, les tigres blancs. Ouais. Mhm, mhm. Oui, tout à fait. Et je ne sais pas si ça va avoir un rapport avec ton histoire, mais du coup, j'aurais bien envie que tu me racontes ton histoire, justement, Victoria, et que tu la commences où tu veux. Tu m'en dis ce que tu veux et tu la termines où tu veux. Et on a le temps de t'écouter avec grand plaisir. Eh bien, écoute, vu mon âge avancé par rapport à toi, Mhm, euh, et donc avec l'expérience maintenant que j'ai, je la commencerai justement au moment de l'école où, par un concours de circonstances que mes parents, je pense surtout ma mère, n'a pas eu l'idée des conséquences qu'elle allait faire, donc de déménager en plein milieu scolaire. Et donc, je vais passer les détails, mais j'ai une institutrice qui m'a complètement bloqué ma vie, parce que j'ai vraiment été bloquée. Et mhm, là, avec maintenant le recul que j'ai, donc ça a été que mes parents, je n'ai pas eu de soutien du tout du côté de mes parents. mhm, Et c'est vrai que ça m'a gâché ma vie scolaire après. mhm, Donc, c'est comme ça. Et puis, ben je n'ai pas pu faire les études que j'aurais toujours souhaité faire et que je pense que je pouvais aller très loin. D'abord déjà à cause de cette institutrice. Deuxièmement aussi à cause que d'avoir déménagé là où mes parents habitaient en premier, donc qui était Saint-Germain-en-Laye. Donc là, les universités qui étaient beaucoup plus importantes que dans la banlieue sud où ils ont demeuré ensuite. Il n'y avait pas les écoles comme à Saint-Germain-en-Laye. Donc tout ça, ça y est fait. Et d'autant plus que moi, je suis donc d'une famille recomposée. Donc mes parents avaient 40 ans tous les deux lorsqu'ils se sont mariés. Et donc du coup, j'étais la quatrième. Et mon père, qui était fonctionnaire, il a arrêté très tôt, il était en retraite très tôt. Et donc je n'ai pas pu terminer, je n'ai pas pu faire les études que je souhaitais parce que mon père m'a dit, bah, écoute, maintenant, petite fille, bah, voilà, je n'ai plus les moyens, enfin, si cela. Donc, ma carrière professionnelle, sur le moment, je ne savais pas trop quoi faire. J'étais très. Ce qui m'animait, c'était les langues à l'époque. Et j'aurais bien voulu faire interprète. Et malheureusement, je ne l'ai pas fait. Je suis rentrée, j'ai fait un peu de comptabilité, donc je suis rentrée, mais analytique, donc je suis rentrée au laboratoire pharmaceutique Sanofi. J'y suis restée quelques années.
j'ai pris d'autres études. Après, j'ai repris comment, des études de commerce. Et donc, je suis devenue acheteur, toujours dans le même laboratoire. Donc, j'achetais les matières premières. Et puis, c'est vrai que c'était quelque chose qui m'avait bien animée. Et puis, j'en avais un peu assez, parce que je trouvais que je m'ennuyais sur beaucoup de choses. Et, et là, bah, j'en ai profité comment dirais-je, d'un moment, ce qu'on appelle de dégraissement dans une entreprise, parce que ça me convenait plus. Et puis, on voulait me muter aussi dans quelque part où c'était quand même trop loin de chez moi. Et là, il y avait un DRH qui m'a dit, bah, écoutez, je vais vous organiser un départ. Et puis j'ai sauté sur l'occasion. Donc, ça a été quelque chose, ça a été un tournant, là, ça a été un grand tournant aussi de ma vie, mais positif. Et, et comme je prenais des cours d'anthropologie avec un maître, je rencontrais des personnes qui étaient assez sympathique et qui me dit, écoute, si tu veux, moi j'ai une amie là qui cherche un directeur commercial dans l'imprimerie. Si tu veux, je peux lui en parler. Et donc, entre-temps, j'étais repartie en Angleterre parce que je me suis dit, tiens, je vais comment, reprendre un peu l'anglais. Et si je peux faire une carrière commerciale où je pensais, comme j'avais été un peu dans l'importation-exportation, donc ça m'animait. Et quand je suis rentrée d'Angleterre, je suis partie en immersion complète. Quand je suis rentrée d'Angleterre, je savais pas trop quoi faire. Et cette amie me dit, comme j'étais au cours avec elle, elle me dit, écoute, j'ai quelqu'un là, elle me dit, ça serait bien. Moi, je lui dis, oui, ok. Et puis c'était super parce que c'était une petite entreprise. Par contre, j'avais tout à apprendre parce que je connaissais rien à l'imprimerie, c'était pas évident. Et cette femme qui avait beaucoup de connaissances, qui était vraiment introduite dans le milieu parisien, là, ça a été bénéfique. Elle avait, comment on appelle ça, pas un atelier de mode, mais il y avait un autre mot, elle avait tout ça. Donc pour moi, c'était super. J'ai passé 2 ans, presque 3 ans là dans cette entreprise extraordinaire. Et puis, malheureusement, j'ai appris que cette femme, et je le voyais pas du tout, parce que pourtant je la côtoyais presque tous les jours, parce qu'elle était pas, c'était une toute petite entreprise. Malheureusement, elle n'était pas gestionnaire et la société était en train de péricliter. Et donc là, j'ai quand même quelque part toujours peut-être une bonne étoile parce qu'elle avait embauché une secrétaire. Elle l'avait fait quitter, elle habitait à la province, elle lui avait fait quitter son travail. Et elle me dit, écoutez, moi, si vous voulez, je connais, comment dirais-je, un commercial qui est introduit dans l'imprimerie qui s'y connaît bien, hein, il connaît bien, il est technicien. Elle me dit, si vous voulez, elle dit, il cherche à s'associer et je peux vous présenter, peut-être que, enfin, moi j'ai sauté sur l'occasion. Donc l'imprimerie a déposé son bilan. Et c'est vrai que je me suis associée avec ce monsieur et ça tombait bien parce que lui, il avait toute la technique, il avait très peu de clients et moi je reprenais toute la clientèle puisque c'était moi qui étais directeur commercial, donc je prenais toute la clientèle de cela. On s'est associés et enfin, on était tous les deux en cogérance et puis on avait lui, il avait un imprimeur qui pouvait nous faire une bonne partie. Et donc, on a monté notre petite agence de publicité tous les deux. Et puis, ben, ça a duré 2, 3 ans. Et puis, ben, pour des raisons X, Y, Z, on a décidé de se séparer. Moi, j'ai repris ma clientèle. Et là, je me suis dit, comme j'avais appris, parce que quelque part, j'étais je savais du coup. Et puis, comme il aimait pas la comptabilité, tout ça, moi, tout ça, je l'ai fait parce que j'ai appris. Donc, j'ai monté ma propre entreprise avec la clientèle que j'avais. Tu avais quoi. Mhm. Ouais. Et puis, donc, ça a très bien marché puisque ma clientèle m'a suivi. Il y a pas eu de soucis. Ça marchait bien. Jusqu'au moment où ça commençait à devenir très dur parce que on demandait une référence qui s'appelait l'ISO 9000, je ne sais plus combien.
Et je commençais à me dire que là, j'allais avoir des soucis. Je n'étais pas suffisamment importante pour pouvoir supporter ça. Mmh. Et ça commençait aussi un petit peu dans ma tête, un petit peu à bouger parce que je faisais du yoga, j'avais rencontré d'autres personnes qui m'emmenaient dans la spiritualité tibétaine, bouddhiste tibétaine, tout ça. Et puis ça me titillait parce que ce dont je ne t'ai pas dit, c'est que j'ai été mariée à un sportif de très haut niveau et lui m'avait emmené, qui est le père de mon fils, et lui, on côtoyait à l'époque tout ce qui touchait au corps humain, tout ce qui touchait à la nature, donc on voyait les hygiénistes. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'avant avant de rentrer à la Sanofi, ce que j'aurais voulu faire, c'était naturopathe. Mmh. Et puis, ça ne s'est pas fait pour des raisons. Mais j'avais quand même toujours ça un petit peu dans la tête parce que l'alimentation, enfin, j'étais très proche parce que j'étais bien obligée pour lui d'être, je ne dirais pas son coach parce qu'il ne faut pas non plus exagérer, mais il y avait quand même, j'étais Garant de ton très, alimentation. oui, oui, très, 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 bah oui, il le fallait, hein, il le fallait. Puis pour, comme je te dis, l'hygiène, tout, c'était, tu sais, c'est un vrai sacerdoce lorsque tu es marié à un sportif de haut niveau. Et Mmh. donc là, il y avait quand même toujours cette histoire qui revenait. Puis un jour, j'ai décidé comme ça. J'ai dit, ça suffit, euh, je ferme tout, je ferme. Et j'avais la possibilité, j'avais un petit pécule, et je me suis dit, je vais arrêter, je vais commencer à me former dans toutes les médecines alternatives. Puis j'avais rencontré des personnes qui étaient très intéressantes, qui ont fait des bouquins et tout, et puis qui voulaient bien que je travaille avec eux, mais je ne voyais pas trop comment. Je voyais pas, il y avait deux personnes qui voulaient absolument que je travaille avec eux, mais je ne voyais pas du tout ce que je pouvais faire avec, puis je sentais que ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait. Donc, Mmh. du coup, je me suis inscrite pour commencer à la naturopathie et j'ai fait tout en accéléré pendant 6-7 ans, peut-être 8 ans, je sais plus trop exactement, jusqu'à ce que… et puis, entre-temps, j'avais quand même ouvert un peu mon cabinet, parce que je, je continuais à me former, mais en même temps, j'avais aussi mon cabinet. C'est ça. Mmh. Et puis, bah, de fil en aiguille, donc, j'ai rencontré un monsieur qui m'a, comment dirais-je, fait virer ma vie à 180 degrés, qui s'appelle donc le docteur Claude Sabat, qui avait repris donc tous les travaux du docteur Hammer. Et je n'ai plus peur maintenant de le dire, même si c'est décrié, parce que même si tu le donnes. Je peux dire qu'il m'a tellement, tellement changé ma vie dans tous les sens que j'ai dit, bah, c'est ça. Je cherchais depuis longtemps, je dis, c'est ça. Et ce que je fais actuellement, bah, c'était une partie du cursus de sa formation qui était la plus importante, qu'il appelait le projet et le sens, c'est-à-dire que lorsque la maman attend un enfant, donc l'enfant va exécuter le sens du projet des parents si bien sûr on lui donne un projet, mais pas tout le temps, mais souvent, s'il est vraiment désiré, s'il a été désiré comme il devrait être désiré, cet enfant, parce qu'un enfant qui arrive dans une famille devrait être désiré, eh bien à ce moment-là, on lui donne un projet, c'est-à-dire ah bah j'aimerais que mon fils soit ingénieur, ah bah j'aimerais qu'il soit comme ça, ah bah j'aimerais voilà. Et bien sûr, c'est qu'une petite partie de ça, et ça m'a tellement, tellement parlé que bah, j'ai développé ça. Voilà. Alors peut-être, c'est pour ça que j'ai commencé par rapport à ce qui m'est arrivé à l'âge de 6 ans. Et peut-être que finalement, c'est cela qui m'a orienté, qui m'a comment guidé sans le savoir, la mission que je fais maintenant. Et plus ça va, plus j'ai ça à l'intérieur de moi. Je me dis, mais l'enfant, il a besoin du soutien de ses parents. Il a besoin du soutien aussi éducatif. Et, et voilà pourquoi je suis si enthousiaste de faire ce que je fais actuellement. Ah, Ça sera effectivement. mon mot de la fin, je crois. Ouais.
Non, mais c'est sûr que, enfin, dans tout enfin, ce que moi je retiens de toute l'histoire que tu nous as partagée là, c'est que, en fait, c'est comme, j'ai un peu cette image, tu vois, de plusieurs vies en une, Oui, où c'est tu c'est ce vois, qu'on me dit, oui. tu démarres sur un chemin et puis ça bifurque et puis hop, tu repars sur un autre et tu vois, il y a plein d'envies. Et j'ai bien aimé aussi quand tu as dit, en fait, quelque part, j'ai toujours un peu cette bonne étoile parce que tu as l'impression, en fait, que tu vois, le chemin, il est sinueux, il est tortueux et tu te dis, mais enfin, j'ai eu que des obstacles et c'est qu'arriver aller avec un certain moment de ta vie ou de prise de conscience ou je sais pas trop, enfin, quand tu es dans la posture du tigre blanc, on va dire, que là, tu as le discernement, comme tu disais, de se dire, ah, mais en fait, il y a un fil rouge ou il y a un sens où, tu vois, tu parlais de projet et de sens et c'est ça que ça m'a évoqué. C'est, en fait, on le voit pas forcément sur le moment, mais il y a un sens à tout ça. Il y a un Mm. sens à tous ces cheminements et ces méandres. Et donc, c'est ça que je trouve. Allez, en tout cas, moi, c'est ce qui me frappe dans ton parcours d'évolution. C'est vraiment cette. Voilà. Puis, ouais, tu te retrouves dans une carrière d'imprimerie. Puis, alors, ça aussi, tu dis bon, je me suis formée en accéléré. Et puis, tu dis 7 ans Mm. en naturopathie. Alors, tu vois, Non, mais ma il n'y a pas de génération, tu vois, quand je dis en d'accord. accéléré, j'ai presque l'impression que tu vas me dire que tu as fait une formation de 12 jours et c'était réglé. Mais Non, cette non, année non, de non, 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 j'ai pas naturopathie, passé 7 ans. Je n'ai pas passé 7 ans dans la naturopathie. La naturopathie, c'était en 2 ans. Mais j'ai fait tellement de choses dans les médecines alternatives. Si tu veux, j'ai fait tout le panel. Tout ce qui me tombait sur la main, je le faisais. Que ce soit, s'il y avait, par exemple, tu me fais penser, un kiné qui faisait pendant 1 mois ou 2 mois les massages le soir, je le faisais. S'il y avait j'ai fait l'école de shiatsu pendant 1 an. Moi, j'ai payé ma formation. Les autres qui étaient là, euh, eh bien, elles faisaient ça parce qu'elles n'avaient pas payé, parce que c'était subventionné. Et moi, ça m'énervait parce que je disais, je perds mon temps là pendant une année parce qu'il aurait pu raccourcir. Mais seulement, ça l'intéressait parce que, tu vois, dans tout un tas de choses comme ça, j'ai fait un parcours dans les médecines alternatives jusqu'à ce que je rencontre Claude. D'ailleurs, je l'ai rencontré, je vais raconter l'histoire parce qu'elle était trop drôle, cette histoire. Hein. Donc, à l'école de Shiatsu, la femme de ce monsieur avait donc c'était le beau-frère de ce monsieur, avait un cancer du pancréas. Et donc, ils avaient dans l'idée de chercher quelque chose pour le sortir de là, ce monsieur. Et il nous annonce, il dit, écoutez, si ça vous sied, je vais vous faire rencontrer quelqu'un. Elle vient cette semaine, là, un soir, et puis, bah, si ça vous intéresse, il nous explique pourquoi. Alors moi, je me suis dit, oui, ok, bon, qu'est-ce que je vois? Je vois une jeune femme magnifique qui arrive là et qui va nous présenter donc qui est Monsieur Claude Sabat, qui est un docteur éminent cancérologue, oncologue, grand conférencier, Mhm. et qui nous dit, vous savez, il est un petit peu spécial, c'est vraiment quelqu'un, c'est un grand monsieur, mais il est vraiment spécial. Et puis elle développait une sclérose en plaques. Et donc, elle l'avait rencontré par rapport à sa sclérose en plaques, elle voulait savoir si elle pouvait guérir. Et alors, une anecdote, je ne sais pas si tu diras ça, mais tu le couperas. Elle dit, vous savez, attendez-vous à ce que ça déménage. Et elle dit bien souvent, d'ailleurs, elle dit souvent les couples se séparent. Moi, je dis rien, mais en moi-même, de toute façon, ils battent de l'aile, alors un petit peu plus, un petit peu moins, on Tu verra as bien. l'impression de prendre de risques. Exactement. Et honnêtement, mais ça a été, mais je la bénis, d'ailleurs, j'ai travaillé quand même 13 ans avec lui, quand même, hein, mais pas travaillé pour être payé, hein, c'est pas ça. Mais j'étais à ses côtés parce que c'était devenu un ami. Et donc, tu vois, donc c'est vrai que la naturopathie, elle était loin quelque part, mais il y a quand même toujours ce fil conducteur parce que je le retrouve moi aussi dans ce que je fais actuellement parce que tu ne l'oublies pas, ça c'est important. Je le pratique aussi pour moi journellement.
Donc voilà, bon, j'ai rattrapé ça, je t'ai un peu coupé la parole, j'ai rattrapé ça parce qu'il ne fallait pas non plus que les gens pensent que tu passes 7 ans en naturopathie. Non, 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 c'est pas ça. Non, mais par contre, tu vois, c'est ce qui m'interpelle, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est tout ce parcours-là, et là, tu l'as justement, c'est chouette que tu aies pu approfondir ce moment de ta vie charnière où justement tu prenais plein de directions différentes, tu expérimentais plein de choses différentes. Et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, justement, tu sais, on parle toujours de la boîte à outils du coach. Mais dans ton cas, c'est même pas seulement la boîte à outils du coach, lambda, je vais dire ça comme ça, mais c'est la boîte à outils du naturopathe, de la gestionnaire d'imprimerie. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est genre, Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Rien ne me fait peur maintenant. Rien ne me fait peur parce que j'ai touché à tellement de choses. Et puis tu sais, quand on m'avait proposé la place de directeur commercial, j'ai dit à la fille, je dis, oh, mais attends, moi, j'ai jamais fait du commerce, hein, tout ça. Mais ça a été super parce que, et en plus de ça, 2 mois après, elle me doublait mon salaire. Si tu veux, quelque part, oui, il y a ça, tu vois, c'est vrai que quand je regarde, je me suis plainte, hein, comme beaucoup, mais c'est que maintenant que je regarde avec du recul, mais j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu, euh, j'ai eu, euh, j'ai eu des personnes, c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai eu des personnes sur mon chemin qui m'ont permis d'ouvrir les portes. La porte était grande et je l'ai prise. J'ai été pendant un moment je suis restée, ça a été, comment dirais-je, je stagnais. Puis d'un seul coup, quand j'ai eu l'estomac de dire, bon, maintenant je m'en vais. Ça, c'est à ce moment-là, tu as l'impression que tu as lâché les chevaux à ce moment-là? Oui, oui. Parce que là, ça m'a permis de rencontrer des gens exceptionnels. Et oui, oui. Mais du coup, ça m'intéresserait de savoir justement avec ce parcours de vie assez riche finalement que tu nous partages là, ben, qu'est-ce que tu en retiens? Tu vois, moi j'aime bien parler d'apprentissage de sagesse, mais je dis, mais qu'est-ce que tu retiens de toutes ces différentes expériences que tu as pu aller vraiment explorer, parce que c'est vraiment un peu cette image-là que j'ai d'exploratrice, où voilà, tu as été un peu comme ça. Ok, tu parles de stagnation, mais j'entends quand même beaucoup de moments dans ta vie où tu n'as ouais, pas hésité à bifurquer ou à faire des virages. Ça demande quand même, je pense, il y a beaucoup de personnes qui restent souvent bloquées. Comme tu disais, j'ai été bloquée au début. Ben, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'endroits où ben, tu as quand même bien avancé pour quelqu'un de bloqué, j'ai envie de dire. Et du coup, ce serait quoi ouais, ce que tu retiens ou le message de ton histoire, de ton parcours d'évolution personnelle, s'il y avait des apprentissages de sagesse à transmettre à nos éditeurs, qu'est-ce que ça serait pour toi? Qu'est-ce qui te vient? Eh bien, ce que tu m'envoies dans la tête, là, je trouve, maintenant que j'ai développé ça, ce qui m'a justement bloqué, c'est de ne pas décider. Mais quand j'ai décidé, je m'aperçois que là, les portes se sont ouvertes. Et quand j'ai eu ou des moments où il a fallu vraiment que je me pose et de regarder quelle direction j'allais prendre, à ce moment-là, je me suis posée. Quand j'ai décidé, par exemple, de tout fermer, de tout arrêter, je me souviens encore, je me suis posée un soir dans ma voiture, j'en avais vraiment ras-le-bol. J'en avais ras-le-bol parce que j'avais plus de vie, c'était infernal. Parce que d'être entrepreneur, c'est bien. Parce que quand j'avais quitté l'imprimerie, que j'ai voulu être dans l'entreprise, donc une fois avec un co-gérant, mais après toute seule, entrepreneur, c'est bien. Mais si tu veux, c'est vraiment échanger. Quand tu es employé, tu échanges du temps contre de l'argent. Quand tu es entrepreneur, tu échanges aussi du temps contre de l'argent. Parce que je m'apercevais qu'à la maison, bah, j'étais la banque, hein, je n'ai pas peur de le dire.
Et puis, quand on partait en vacances, moi, mon ex-mari, il avait plus de vacances que moi puisqu'il faisait presque, il avait autant de vacances que le fonctionnaire, donc ça lui plaisait pas. Mais en attendant, il était bien content d'avoir ce qui rentrait à la maison. Donc, on faisait toujours des grands voyages, mais partir, bah, la première semaine, je mettais une semaine à m'en remettre. La deuxième, je commençais à être bien. Et la troisième, je pensais qu'une seule chose, c'était de rentrer parce que fallait que je rentre les contrats. Et puis, il n'y avait pas les portables comme il y a maintenant. Il n'y avait pas la facilité comme il y a maintenant de pouvoir. Pendant là, je ne savais pas ce qui se passait. C'était toujours difficile. Et je ne pouvais pas le montrer parce qu'il me disait toujours: ah ouais, il y a que ton boulot qui compte, si, cela. Et puis, d'un autre côté aussi, bah, j'avais les clients parce que les meilleurs clients, j'avais beaucoup de clients, mais c'est toujours dans l'entreprise aussi, tu as toujours quand même, et c'est là où il faut faire très attention, tu as toujours quand même un client ou deux ou trois clients qui sont quand même plus importants et que tu dois. Et donc, c'était tout le temps, et là, ici, et là, et pas les coups de téléphone. Un jour, j'en ai eu tellement assez, je me vois encore, je m'arrête dans la voiture, et là, j'ai dit non, j'en peux plus. Et je me suis posée, j'ai mis 48 heures, et dans les 48 heures, j'avais décidé, j'ai dit, voilà, je fais tout ce qu'il faut et je ferme. Et je pars, c'est là que j'ai décidé de reprendre un autre parcours. Mais je crois justement, quand je parle du discernement, c'est cela. C'est pas de Cette partir dans tous les capacité sens. aussi à décider. C'est aussi cette capacité à décider que tu Oui, mentionnes aussi, tu vois? Enfin, il y a que je dis, en fait, à partir du moment où tu as décidé que enfin, je trouve ça super intéressant aussi, tu vois? Tu nous partages que finalement, tu as une sorte de prise de conscience. Tu te poses 2 jours pour vraiment te laisser le temps. J'ai l'impression, tu vois, comme une OK, je me laisse le temps de voir si c'est vraiment juste pour moi ou quoi. Ouais, pour, faire appel à ce discernement, comme tu disais et vraiment cette décision, enfin, ce que tu nous disais au tout début que ce que tu en retiens, c'est à chaque fois que tu as décidé, finalement, il y a des portes qui ou des personnes qui se sont présentées sur ton ah chemin au ben, bon moment. complètement, complètement. Et puis bon, Mmh. je t'en passe, c'est des meilleurs, parce que si j'avais été raconter toutes les. Bah oui, c'est sûr. Mais oui, quand tu dis, c'est la prise de décision, hein, mais C'est pas ça, la prise de décision dans la précipitation. c'est ça. Mmh mh. C'est ça surtout. Mmh. La prise de décision, et je pense que, maintenant, je dirais, c'est de se connecter à soi, parce qu'à soi, tu Mmh. le sais intérieurement. Si tu es bien intérieurement, c'est que la prise de décision, elle est valable. Si tu sens que quelque part, dans ton corps, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut pas y aller. Mmh. Oui, donc du coup, même dans la prise de décision, oui, c'est de aussi sonder ce que on dit souvent que le corps parle, hein, mais Bah oui, tu le écoute, sais. c'est Lise Bourbeau, je crois, qui a un de ses livres qui s'appelle comme ça, «Écoute ton corps, il parle» ou quelque chose comme ça. Donc c'est à ça que ça me faisait penser. Donc oui, intéressant aussi de voir quand tu dis te poser, d'écouter. OK, on entend beaucoup ce truc d'écouter, écouter sa petite voix intérieure et cetera et là, je trouve ce que tu apportes là, est très intéressant. C'est oui, il y a la petite voix intérieure et il y a aussi ce que le Mmh, corps nous dit. Si on a une tension ou si on sent absolument. que c'est pas tout à fait juste ou que c'est pas tout à fait aligné, en fait, le corps, enfin, il absorbe ou il le Ah ben, démontre complètement. quelque Puis part. j'en ai fait les frais, hein, parce que quand je faisais pas ça, Mmh, je l'ai payé très cher, hein. c'est ça. Et dis-moi Victoria, avec ce parcours, justement, de vie que tu as, c'est quoi qui t'anime particulièrement aujourd'hui et comment tu fais concrètement aujourd'hui pour contribuer à ouais, à ce message que tu as envie de porter qui est important pour toi? Bah, justement, c'est ce qui m'a, comment dirais-je, tellement animée, dans la formation de Claude, et que j'applique, hein, puisque j'applique depuis 2000, 2000, Mmh. Ouais, ça fait 20 ans, c'est ça? ouais, C'est ça? et que je trouve qu'aujourd'hui,
C'est il est même urgent, il est très urgent pour les jeunes mamans et les jeunes femmes et l'enfant et c'est de pouvoir, transmettre ça, le plus possible et de voir ces enfants heureux, plutôt que de ce que j'ai entendu ce matin, entre la maman et puis, parce que c'est pas des c'est pas ils sont pas uniques, hein, malheureusement. Ça. Donc, c'est l'épanouissement de l'enfant à travers une compréhension et un soutien, comme tu disais, du parent et même du système éducatif. Hein. Tu en touchais un mot au tout début de l'interview, donc qui sont vraiment, j'ai envie de dire, tu parlais de leitmotiv aussi en début d'interview, de vraiment ce, qui te, ce qui te passionne. Et aujourd'hui, donc, si je comprends bien, c'est vraiment ce que toi, tu fais au quotidien. Concrètement, tu fais des coachings. Enfin, tu peux m'en Oui, dire un peu plus. oui, oui, complètement. Oui, parce que, moi je l'ai entendu quelques fois, hein, moi j'ai eu un ami, il a dit: «Moi ce qui m'a sauvé c'est comment j'ai trouvé un bon professeur». Hmm. Et c'est vrai, c'est pas tous et il faut faire très attention justement parce que tu peux trouver le bon professeur qui va aider l'enfant parce qu'il va voir que l'enfant là, il y a quelque chose qui va pas et qui va pouvoir l'aider et tu as l'autre côté aussi, l'autre côté, le professeur ou l'instituteur qui peut complètement casser l'enfant et si Ouais. si les parents le voient pas, je veux dire ça y est, c'est mort. Mhm. Mhm. Moi franchement et je dis, elle m'a gâché ma vie. Mhm. Mhm. Oui, donc c'est vraiment cette vigilance-là justement du regard et du soutien des adultes, j'ai presque envie de dire, pour globaliser. Enfin, parce que tu parles, voilà, à la fois du côté des parents, que là où c'est plus dans la sphère privée, mais bon, au jour d'aujourd'hui, les enfants sont presque autant, si pas plus, à l'école qu'à la maison. Bien qu'avec le confinement, ça change un peu, mais je veux dire, Ah oui? sinon, sinon classiquement parlant, oui, les influences des adultes, du coup, dans le monde éducatif, et, oui, forcément, laissent une empreinte, on va dire ça comme ça. Et mais justement, quand tu me parles voilà, de ces enfants qui sont, bah, du coup, en difficulté parce qu'un adulte leur projette, voilà, les humilie ou heu, voilà, va leur, mettre des étiquettes, enfin, typiquement, voilà, qui sont, entre guillemets, comme tu disais, pour reprendre ton mot du départ, maltraitants. Hem, Bah, toi, Victoria, tu vois, pour moi, la divergence et la résilience sont 2 choses très, très, très étroitement liées. Hem, Quand toi, voilà, tu accompagnes justement une maman ou un enfant, qui se retrouve comme ça face à un adulte maltraitant et qui donc, du coup, bah, a du mal à rebondir, bah, c'est quoi la stratégie de divergence que toi tu as expérimentée, que tu transmets toi, à travers tes accompagnements? Pour permettre à ces personnes de pouvoir, bah, justement, aller au-delà de ces blocages ou de ces freins. Bah, pour moi, c'est très facile, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, comme j'ai entendu ce matin, tu pars de l'effet les faits qui sont les faits E2FET et les faits FITS du moment. Mmh. Écoute bien ce que vit l'enfant et ensuite tu le retransposes à demander, à quel moment, parce que c'est un miroir, donc à quel moment, dans quel moment de sa vie, la maman, qu'est-ce qu'elle a vécu? Tu Mais reviens à la cause? c'est faire un lien avec l'expérience du coup de l'enfant, c'est ça? Et celui bah, du coup des parents, en amont, donc c'est ça? Oui, comme, ce matin, c'était ça, qu'elle a eu, comment dirais-je, ça a été un drame pour elle que son mari, la quitte et son époux la quitte et puis un drame pour l'enfant parce qu'elle avait son enfant et elle voyait bien qu'elle aurait plus de père. Mmh. Ça a été un drame, hein et puis, alors après, attention, hein, ça c'est ce que je te dis, comme ça, c'est rapide. Mais, il faut aller voir, beaucoup plus le ressenti, les tas de choses qui se Oui, c'est passent ça. pendant cette C'est vraiment période-là, quand tu ça se dis passe les pas comme faits, ça. Tu fais ouais, pas les comme ça d'un coup de faits. baguette magique en disant: «Non, tiens, tu te reposes». Non, c'est pas ça. Ouais, ouais, Mais ouais, ensuite j'entends. et ensuite, le deuxième lien, parce que c'est ça, le deuxième lien, c'est qu'au moment juste avant où je me souviens plus si c'est le jour de l'accouchement ou juste avant, quand elle perd son papa. Donc ça veut dire qu'il y a 2 il y a aussi le symbole de 2 pères qui partent et elle est très protectrice parce que, ben, sa fille,
pour elle, mais elle est inconsciente. C'est toujours pareil, il faut aller dans l'inconscient. C'est pas, si la personne elle est consciente de comment ça fonctionne, de comment ça va fonctionner sur l'enfant, de l'impact que ça va donner sur l'enfant, là, bien sûr, c'est ça justement ce que je veux, c'est que d'intégrer ça à la maman, du mode d'emploi, de savoir comment on fonctionne. Et dans ces cas-là, elle va faire le nécessaire, c'est-à-dire que ça ne va pas lui enlever sa tristesse, ça ne va pas lui enlever le choc qu'elle va avoir, mais elle va pouvoir enlever le choc à l'enfant. C'est ça surtout. C'est ne pas être en réaction du coup automatique finalement et d'être beaucoup plus conscient. Enfin, ce que tu passes à des Exactement. personnes à prendre conscience justement de ce qui se joue et de pouvoir du coup, oui, comme tu dis, ça ne va Exactement. pas annuler forcément sa tristesse à elle, mais en tout cas, Non, ça va ben non. pouvoir enlever les effets, Les heu, effets, un voilà, les petit peu, effets. sur Eh ben l'enfant. oui, tu me fais penser. Moi, je dis, tu sais combien de fois, parce que du développement personnel, j'en ai fait tellement, parce que bon, il y a eu ça, mais j'en avais fait déjà aussi avant. Si tu veux, on te dit, dans le développement personnel, on dit, ah ouais, de toute façon, tu es responsable à 100%. Bon, bah, ok, moi je disais, bon, bah, ok. Alors forcément, à l'époque, moi, je ne le prenais pas comme ça. Je ne le prenais pas, je savais bien, je voyais bien que je ne le prenais pas. Mais bon, comme tout le monde, bah, je disais, oui, on est responsable à 100%. Mais après, quand j'ai compris, quand j'ai réalisé, mais tu peux pas, parce que c'est des choses inconscientes, tu peux pas être responsable. À partir du moment où là, tu es dans ta conscience, oui, tu es responsable, mais pas avant. Mmh mh. Si tu es dans l'inconscient, tu ne peux pas être responsable. Mmh mh, La mmh mh. personne, là, ce matin, quand elle racontait, encore la psychologue, je trouvais qu'elle était bien. Donc, elle était là, elle écarquillait des yeux, ça commençait ça commençait à lui parler. Elle se Mmh. disait, oui, là, oui, tiens. Si tu veux, elle lui a ouvert une petite brèche, elle a commencé à ouvrir un petit peu la porte, et Ouais. là, l'attitude de la maman changeait. Ouais, ça Une me fait vraiment fois penser, que, une ouais, fois que tu te remets, puisque c'est toi qui l'as vécu, donc là, tu te dis, mais oui, mais c'est évident, c'est c'est ça. l'évidence même. Mmh, ouais, c'est ça et ça me fait penser ce que tu dis, tu vois, à cette notion, en coaching, on parle de la fenêtre de Johari où il y a un angle, une face aveugle, enfin une zone aveugle Absolument. que tu ne sais pas avoir conscience. Donc Non? effectivement, donc quand tu parles de l'inconscient, on peut vraiment penser à ça, comment être responsable de quelque chose dont tu as même pas conscience. Bah, voyons, comment Puis d'ailleurs comment dans tu le vas être changement, comment tu vas être responsable de quelque chose? Tu sais pas. mais à partir D'ailleurs, du moment il y a le bouddhisme, il le dit bien, c'est une grande philosophie, mais ils disent bien: «Tu es dans l'ignorance, c'est dans l'ignorance». c'est ça, Mais quand ouais. tu sors de l'ignorance, là, c'est plus pareil. C'est ça, ouais. Donc c'est vraiment ce déclic, enfin, tu vois, en conduite du changement, on parle aussi la première phase, c'est toujours la prise de conscience, parce que sans prise de conscience, bah, tu peux difficilement entamer un changement. Et ça me fait tout à fait penser à ce que tu nous partages là, c'est, bah oui, si tu es pas conscient que tu as un schéma automatique, tu vois, qui est engrammé quelque part en un programme dont tu n'as même pas conscience, Bah oui, du coup, comment est-ce que tu peux décider de deleter le programme ou de le mettre à jour? Tu en as même pas conscience qu'il existe, ouais. mais absolument. Mmh. C'est pour ça que je disais toujours, moi, ce qui m'a animée, c'est que j'écoute l'histoire de la personne, je sais, ouais, mais je trouve que bien sûr que ça n'a pas été évident pour la personne de vivre ça, mais je trouve qu'on a tous des belles histoires. Toi, tu as ton histoire, moi j'ai la mienne, chacun a son histoire. Mais à partir du moment où tu connais ton histoire et tu sais comment ça fonctionne, bah là, tu peux la changer. Et c'est C'est ça ça. qui est merveilleux. Tu peux devenir créateur de la suite de l'histoire Ah, finalement, bah, ton complètement. Là, vie tu a deviens acteur. Parce que beaucoup disent il faut être acteur de sa vie. Moi, je veux bien, moi, on me l'a dit aussi ça, des années. Être acteur de ma vie. Moi, je veux bien être acteur de ma vie. Pas de problème. mmh, Et là aussi, il faut décider d'être acteur de sa vie. mmh. Ouais. Bah, du coup, tu vois, c'est avec tout ce qu'on a partagé là aujourd'hui, je me dis qu'il y a déjà plein, plein, plein de pépites pour les personnes qui nous auront écoutés, qui auront écouté ton histoire, riche de vie bien remplie, et qui, sera tout aussi riche pendant encore de nombreuses années à mon avis. Mais du coup, avec quoi tu aimerais que les gens repartent de cet échange qu'on a eu aujourd'hui? S'il y avait une chose, tu dis: «OK, non, ça, ce serait vraiment le truc». Enfin, tu sais, un mentor qu'on a en commun, utilise beaucoup cette, manière de dire: «Beh, si, on efface tout, tu as juste une feuille de papier avec un message, à transmettre, qu'est-ce que tu mets sur cette feuille de papier?» Choix Je vais cornélien. laisser, je vais laisser le mode d'emploi de côté.
Mais déjà dans toutes circonstances, se poser, s'écouter face à la situation qui nous arrive, écouter son corps, écouter sa petite voix intérieure, ou enfin moi, c'est pas la voix intérieure, mais c'est ce ressenti que tu as à l'intérieur de toi. Et là, tu peux prendre après la décision que tu sens juste. C'est ce que je dirais, mais c'est une finalité de quelque chose, c'est pas. Mais déjà cela, parce que ça, je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie, je me suis jamais trompée dans ces cas-là. C'est ça, prendre le temps de se poser, d'écouter ses ressentis corporels. Ouais. Et, bon, moi, je Et dis jamais dans la précipitation. c'est ça. Sauf si vraiment il y a le feu. Hein. Mais à ce moment-là, j'ai l'impression, tu vois, qu'il n'y a pas vraiment de décision qui demande réflexion, tu vois. Genre quand la survie est enclenchée, en général, ça va plutôt vite la prise de décision. On va inventer une stratégie pour faire pousser les gens à l'action. On va mettre le feu dans leur maison, en mode pyromane. Ah non, mais je plaisante, mais vraiment, ouais, c'est vraiment. Et quand tu dis se poser, tu vois, le mot comme je le vois apparaître, c'est vraiment cette nuance de poser, P-A-U-S-E-R, et de se poser. Absolument, absolument, c'est la pause. Limite, j'ai envie de dire se reposer aussi. Enfin, tu vois, il y a plusieurs mots comme ça que ça m'évoque, ce partage. Mais en tout Mais cas, complètement, complètement. ouais, je pense effectivement, en tant que mot de la fin, c'est top. Donc, vraiment se poser, écouter ses ressentis, son corps. Nous aide du coup à prendre les décisions les plus alignées avec notre être, en fait. Et si on sent que c'est pas juste, surtout ne pas le faire. C'est ça. Si on sent que c'est pas juste, c'est qu'il y a une raison, il y a un sens à ce que notre corps ou le ressenti nous disent que c'est pas tout à fait ça. C'est ça? Complètement. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup Victoria. J'ai Merci à vraiment toi. eu beaucoup de plaisir à t'écouter aujourd'hui, et puis je suis vraiment ravie aussi que tu nous aies partagé tout ça. Je pense que les personnes qui vont nous écouter vont sûrement être aussi inspirées que moi par ton parcours Mieux. divergent. Moi, je dis toujours, oh, j'ai pas grand-chose à dire. Mais oui, mais comme quoi, tu vois. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas pour le temps que tu m'as Avec accordé grand plaisir. et tu partages. Et je te dis à très très bientôt.